Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. On va parler de l'affrontement entre la Chine et les États-Unis en mer Méridionale, de la situation au Pakistan et du rapport de l'OMS sur la viande. Mais voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'info. Un Airbus 321-200 de la compagnie aérienne russe Kogalymyavia s'est écrasé dans le Sinaï égyptien. Les 224 occupants de l'avion charter sont morts. L'État islamique affirme être à l'origine du drame. Au moins 22 migrants, dont 13 enfants, se sont noyés au large des îles grecques de Kalymnos dans 2 nouveaux naufrages de bateaux venus de Turquie en mer d'Égée, tandis que 144 ont pu être sauvés. 100 000 Israéliens, selon les organisateurs, ont préparé un rassemblement monstre à Tel Aviv en la mémoire du Premier ministre Yitzhak Rabin, assassiné il y a 20 ans en marge d'une manifestation pour la paix. Bill Clinton a pris la parole. Thomas Fabius, fils du ministre français des Affaires étrangères, fait l'objet d'un mandat d'arrêt aux États-Unis pour des chèques en bois d'un montant total dépassant les 3,5 millions de dollars qu'il a rédigés pour des casinos de Las Vegas. Une décision historique, la Chine a annoncé officiellement la fin de la politique dite de l'enfant unique et va autoriser tous les couples chinois à avoir 2 enfants. Le 26 octobre, un navire de guerre américain a navigué au large d'îles artificielles construites par la Chine, une manœuvre vilipendée par la presse officielle chinoise. Avec nous pour en parler, le professeur Gad Ariaf, professeur à l'université de Tel Aviv et spécialiste du commerce avec la Chine. Merci beaucoup d'être avec nous. Daniel Sheikh, bonjour, merci d'être avec nous cette semaine encore, ancien ambassadeur d'Israël en France. On va parler évidemment des angles diplomatiques de cette affaire avec vous. Tout d'abord, professeur, quels sont les intérêts de la Chine en mer méridionale ? Les intérêts de la Chine dans la région remontent à très longtemps et ils sont liés principalement à 2 choses. La première, c'est une raison commerciale. Une partie importante, 30% du commerce mondial, transite par ce détroit, par cette route maritime. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, et c'est ce qui assure un bon comportement de la Chine au final, c'est le fait que depuis 1968, on estime que se trouverait là-bas une grande concentration de ressources naturelles, du gaz et du pétrole, en quantité tellement énorme que tout le monde voudrait s'en emparer. Voilà, en gros, les 2 principaux intérêts. Bien sûr. Daniel, pourquoi est-ce que Washington ne considère pas ces zones comme le territoire, disons, légitime et légal de la Chine, territoire maritime, bien entendu? Parce que traditionnellement, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a de grandes zones dans le monde, notamment la mer de Chine, qui sont considérées par les États-Unis comme appartenant à tout le monde, ce qui veut dire, entre parenthèses, ça appartient à tout le monde, mais c'est sous notre influence. Simplement par simplement par notre force économique et par notre force militaire, notamment maritime. C'est-à-dire les États-Unis détiennent depuis de longues années la marine la plus puissante, la plus étendue, Et là, en fait, il s'agit d'une contestation chinoise de cet axiome. La Chine ne veut plus se contenter d'être une puissance, elle veut être une puissance régionale et globale. Étendre son influence au-delà de c'était une puissance essentiellement continentale. Elle veut maintenant aussi devenir une puissance maritime. Elle construit à une vitesse et à une force incroyable sa marine de guerre. Un deuxième porte-avions est en route. Un grand effort pour pouvoir montrer une présence dans cette région notamment. Alors, donc il y a une dispute évidemment autour de cette légitimité. Professeur, que dit le droit international? À qui appartiennent ces eaux internationales ou ces eaux territoriales, selon évidemment le point de vue dans lequel on se place? La loi internationale est assez claire en ce qui concerne ces territoires. Il existe ce que l'on appelle la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et celle-ci définit la propriété et la souveraineté des États en rapport avec leurs côtes naturelles. Ces îles-là, et nous parlons d'un large groupe de près de 150 îles et îlots, eh bien, si l'on regarde sur une carte, elles sont extrêmement éloignées de la Chine, à plusieurs milliers de kilomètres de ses côtes.
La Chine n'a pas de légitimité légale sur ces îles-là. Mais cela n'a pas dérangé les Chinois en 1947 et après cela en 1953, si je me souviens bien, de définir ces territoires-là parce que l'on appelait la frontière maritime composée de 15 segments et puis la frontière maritime composée de 9 segments. Mais si vous regardez la carte, vous voyez que c'est assez ridicule, c'est très éloigné de la Chine. La communauté internationale ne reconnaît pas la souveraineté de la Chine, mais la Chine n'a pas toujours... Ce jeudi dernier, ils ont perdu la partie, car la plainte déposée par les Philippines à l'encontre de la Chine a été reçue et acceptée par la Cour internationale de justice de La Hague. Alors, vous avez dit les plages naturelles. Alors là, on parle d'îles artificielles construites par la Chine. Ça veut dire que le droit international ne reconnaît pas les îles artificielles. Elles ne sont pas reconnues. Du point de vue du droit international, cela ne fait aucun doute qu'elles n'appartiennent pas, bien sûr, à la Chine. Et une partie d'entre elles ne sont même pas émergées la plupart de la journée. Washington, Daniel, pardon, je voulais poser une question sur Washington. Daniel, comment est-ce qu'on peut imaginer le conflit évoluer dans les prochains jours ? C'est évidemment difficile de savoir. Il y a d'abord la dimension juridique qui aura lieu au détriment des volontés chinoises. Et puis, je pense que les États-Unis, pour diverses raisons qui concernent aussi la politique intérieure, mais aussi de manière générale la politique globale américaine, les Américains ne vont pas renoncer à ce qu'eux prétendent être leur responsabilité à assurer la liberté de navigation dans cette zone. Ils ne disent pas que c'est à eux. Ils disent qu'il faut assurer que tout le monde puisse passer un passage libre. Mais la Chine accuse Washington de mettre en danger la sécurité du pays. C'est exact. La Chine monte le ton. Certains analystes estiment que, en effet, ce sont des menaces qui n'ont pas grand-chose derrière elles, pour la simple raison que pour les intérêts économiques et commerciaux que le professeur vient d'énumérer, c'est la Chine qui avant tout a intérêt à ne pas avoir une tension militaire dans la région, pour ne pas mettre en danger. Il y a des milliards et des milliards et des milliards de dollars de valeur de commerce qui passent là-bas. Et une grande partie est destinée ou est originaire de Chine. Donc les Chinois, avant tout le monde, ont un besoin d'assurer une liberté de passage là-bas. Cela dit, les intérêts sont énormes parce que le droit de la mer, qui est une chose passionnante, a une dimension de plus en plus économique. Et le fait de pouvoir prolonger l'espace maritime d'un pays a des implications, oui, avec des îles artificielles ou des rifs de corail, on peut être très créatif là-dessus. Ça a des implications énormes sur les droits d'exploiter les ressources naturelles. Merci beaucoup, Daniel Chaik. Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à nos questions. Le bilan s'est alourdi après le terrible tremblement de terre qui a frappé le Pakistan et l'Afghanistan. La secousse de magnitude 7,5 qui a fait plus de 390 morts a détruit beaucoup plus d'habitations qu'initialement estimées. Avec nous pour en parler depuis le Pakistan, Mudassar Shah, qui est journaliste. Bonjour, merci de répondre à nos questions. Merci de me contacter pour avoir les dernières nouvelles sur le tremblement de terre qui s'est produit dans ma région. Alors, quelle est la situation sur place ? La situation s'est aggravée et plus le temps passe, plus elle se détériore. Les agences d'aide internationale attendent de recevoir le rapport final du gouvernement pakistanais, alors que les représentants officiels du gouvernement et les autres sauveteurs ne font que prendre des photos pour les mettre sur les réseaux sociaux et dans les médias, pour faire leur propre publicité. Pendant ce temps-là, les gens qui se trouvent dans les lieux les plus reclus, et particulièrement dans les montagnes où il fait extrêmement froid, attendent toujours de recevoir les aides et les dons des organisations internationales, mais aussi des gens sur place. La plupart de ces gens sont encore hors de portée et attendent toujours de recevoir de l'aide. D'après mes sources sur le terrain, la situation va empirer dans les prochaines semaines. Est-ce que vous confirmez que même des talibans ont franchi la frontière pour venir en aide aux Pakistanais ?
Oui, c'est vrai. Les zones les plus recluses dans les deux pays sont contrôlées par les talibans. Ils sont les seuls à venir en aide aux victimes, alors que toutes les personnes travaillant pour les organisations internationales et tous les autres ne font que prendre des photos. Et seulement les groupes de talibans et des groupes qui ont été bannis du Pakistan viennent en aide aux victimes. Ils ont besoin d'aide et de soutien, et ce sont ces groupes-là qui les leur apportent. Est-ce que vous craignez que le nombre de victimes continue de s'alourdir dans les prochains jours quand les sauveteurs finiront d'explorer toutes les zones touchées? Oui, j'en ai bien peur. Et d'après mes sources et les gens que j'ai interrogés ou que j'ai contactés sur les réseaux sociaux ou par téléphone, et d'après aussi d'autres sources, plus le temps passe et plus le nombre de blessés et de victimes ne fera qu'augmenter, jusqu'à ce que les secours puissent atteindre ceux qui se trouvent dans les endroits les plus reclus et dans les zones les plus difficiles d'accès. Mudassar Shah, merci. Thank you and goodbye. Merci. L'info a secoué toute la planète. Un rapport de l'OMS a pointé du doigt un lien entre cancer et viande transformée. Alors, faut-il avoir peur et arrêter de manger de la viande? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec le docteur Kurt Streif de l'Organisation mondiale de la santé. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors concrètement, que dit ce rapport? On a eu une évaluation avec les experts les plus connus du monde entier sur le sujet concernant le risque de cancer lié à la consommation de la viande. Et la conclusion des experts, c'était que la viande transformée, c'est maintenant un groupe 1 du cirque. Ça veut dire, oui, on peut dire qu'il y a un lien établi entre la consommation de la viande transformée et un risque de cancer, et c'est particulièrement le risque de cancer colorectal. Pour la viande rouge, il y avait aussi des données fortes, mais pas concluantes. Et comme ça, l'évaluation était 2A, c'est probablement cancérogène chez l'homme. Mais est-ce que vous comprenez la colère des éleveurs français qui disent que tout dépend de la qualité de la viande et pas de toutes les viandes en fait? En effet, on a regardé vraiment toute la littérature publiée du monde entier et les données sur la méthode de cuisson ou les différents types de viande, le bœuf, le porc, n'était pas possible de vraiment avoir des conclusions robustes. Alors, on voit dans plusieurs pays du monde les végétaliens et végétariens qui sont de plus en plus présents. Est-ce que, d'après vous, on est au début d'une révolution alimentaire avec une prise de conscience qu'il faut moins consommer de viande? En effet, ce n'est pas une nouvelle recommandation. L'OMS, déjà en 2002, recommandait de réduire la consommation de la viande rouge et de la viande transformée. Et là, c'était surtout parce qu'il y avait des données concernant la santé cardiaque ou aussi les maladies diabète ou d'autres maladies. Maintenant, il y a aussi un lien établi concernant les cancers. Mais est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, il va y avoir un vrai changement culturel avec des plats de plus en plus végétariens? Ce n'est pas à nous, c'est vraiment une évaluation scientifique, mais il y aura des recommandations des gouvernements, des agences renforcées pour tenir en compte notre évaluation concernant le risque de cancer. Et après, c'est aux individus de peut-être changer leur consommation. Docteur, de manière générale, tout ce qui est agréable, que ce soit la cigarette ou l'alcool, est jugé dangereux. Est-ce que finalement, tout n'est pas une question de juste mesure dans la consommation de ces substances? En effet, il y a bien sûr des facteurs de risque pour des cancers différents. Mais il faut aussi tenir en compte le risque quantitatif, ça veut dire fumer un paquet de cigarettes, le risque est beaucoup plus important, peut-être comme manger 50 grammes de viande transformée chaque jour. Mais il n'y a pas tout ce qu'on mange qui est dangereux. Mais nous avons maintenant identifié la viande transformée et on peut réduire si on veut.
Sur la base de ce que vous avez vu dans la presse après la publication du rapport, est-ce que vous pensez qu'il a été bien compris par la population? Je crois oui, parce que il faut vraiment regarder les médias les plus sérieux. Et là, il y a vraiment une bonne présentation des conclusions, indiquant d'une partie qu'il y a vraiment maintenant un lien établi entre la viande transformée et le cancer colorectal, mais en même temps disant qu'il n'y a pas un risque très important, mais quand même on peut changer, ça veut dire réduire le risque. Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu aux questions. Merci. Et c'était Le Monde de cette semaine, tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.